Alors, parmi les matrices équivalentes, il y en a qui ont une relation encore plus particulière. Donc, c'est ce qu'on va appeler des matrices semblables. Donc, on fixe A et A' deux matrices carrées. Vous faites attention, cette relation, la semblable, ne fonctionne que pour des matrices carrées. On dit que A et A' sont semblables lorsqu'il existe une matrice P inversible telle que A' soit égale à P-1 AP. Autrement dit, c'est la relation d'équivalence, mais pour les matrices P et Q qui sont les mêmes. Alors, vous avez déjà rencontré une formule de ce type, P-1 AP, c'était pour les, justement, formules de changement de base. C'est pour ça qu'on parle de matrices semblables à cet endroit-là. Donc, je vous remets la formule, c'est ici. M' et M, qui sont deux matrices du même endomorphisme, mais dans des bases différentes, sont reliées par cette formule. M' égale P-1 fois M fois P. Autrement dit, M et M' sont le premier exemple de matrice semblable qu'on a rencontré. C'est ce que je vous ai mis dans l'exemple. Dans le théorème 22, quelques propriétés sur cette relation. Tout d'abord, si deux matrices sont semblables, alors elles sont équivalentes. Ça, on va pas le démontrer, hein. C'est vraiment, on prend la matrice Q qui est égale à P et ça fonctionne. Deux matrices semblables ont le même rang. Bah oui, parce que si deux matrices sont semblables, alors elles sont équivalentes, donc elles ont le même rang. Et la relation de similitude, donc c'est-à-dire le fait d'être semblable, est une relation d'équivalence. C'est ce dernier point simplement qu'on va démontrer. Donc comme pour la relation d'équivalence, on doit démontrer qu'elle est réflexive, symétrique et transitive. Donc pour réflexive, on se fixe une matrice A appartenant à Mn2K. On peut écrire que A, c'est l'inverse de l'identité fois A fois l'identité. Donc on a bien que A et A sont semblables. Pour symétrique, on prend deux matrices A et B telles que A soit semblable à B. C'est-à-dire qu'il existe une matrice inversible P telle que A est égal à P-1 BP. En multipliant à gauche par P et à droite par P-1, on obtient que B est égal à P à P-1. Ce qu'on peut réécrire P-1 à P-1, et donc on a bien que B est égal à l'inverse d'une matrice fois A fois cette matrice, donc B est semblable à A. Donc la relation est bien symétrique. Enfin, dernier point, la transitivité. On prend A, B et C trois matrices, avec A semblable à B et B semblable à C. On écrit ce que ça veut dire. Il existe donc deux matrices inversibles P et P' telles que A soit égal à P-1 BP et B soit égal à P'-1 CP'. On remplace B par son expression dans la première égalité, donc on obtient que A est égal à P-1 fois P'-1 CP' fois P. Ici, on regroupe P' fois P. Et ici, grâce aux relations sur l'inverse, on sait que P-1, P'-1 est égal à P' fois P-1. Donc, A est bien semblable à C, et donc la relation est bien une relation d'équivalence. Pour les classes d'équivalence de cette relation, cette fois, par contre, c'est un petit peu plus compliqué que pour la relation d'équivalence, donc on ne rentrera pas dans le détail. En tout cas, vous devez connaître cette définition de matrice semblable. Alors, le rang n'est pas tout à fait est quelque chose qui est conservé pour des matrices semblables, c'est-à-dire deux matrices semblables ont le même rang, mais à l'inverse, deux matrices qui ont le même rang ne sont pas semblables. Donc, en fait, le rang n'est pas ce qu'on appellerait un invariant de similitude, c'est-à-dire une propriété qui permettrait de caractériser chacune des classes d'équivalence. Pour les matrices semblables, la notion qui va être un petit peu plus intéressante, ça va être la notion de trace. Donc, ça n'a rien à voir au début avec les matrices semblables, mais on va voir qu'il y a une information intéressante sur les matrices semblables. Alors, d'abord la définition de la trace. On appelle trace d'une matrice carrée la somme des coefficients sur sa diagonale. Donc la trace de A, c'est la somme pour I allant de 1 à n des AII. Vous faites la somme des coefficients sur la diagonale. C'est assez simple, c'est clairement défini, ça s'appelle la trace. Premier résultat sur la trace est une forme linéaire, retour de la définition de forme linéaire. Dans votre cerveau, dès qu'il y a forme linéaire, si elle est non nulle, vous devez penser à hyperplan, donc on va y réfléchir. La trace du produit AB est égale à la trace du produit BA, ça c'est un résultat aussi très utile pour la suite. Et si deux matrices sont semblables, alors elles ont la même trace. Donc vous voyez en fait la trace, elle va venir un peu remplacer le rang, dans le sens où si deux matrices sont semblables, alors ce qu'elles vont avoir en commun, en plus du rang, c'est la trace.
Donc on va démontrer ce théorème 23. Premièrement, dans forme linéaire, il y a forme. Donc je dois justifier que l'application forme est bien à valeur dans l'espace vectoriel K. Alors puisque la trace de A c'est la somme pour I allant de 1 à n dAI, c'est une somme de scalaires, donc c'est bien à valeur dans K. Donc déjà le mot forme c'est bon. Ensuite pour linéaire, on se fixe deux matrices A et B appartenant à Mn de K. Donc là c'est un M stylisé un peu normalement. Lambda un scalaire, on doit calculer la trace de A plus lambda B. C'est-à-dire la somme pour I allant de 1 à n des coefficients en position II de la matrice A plus lambda B. Ce coefficient en position II, c'est le coefficient en position II de A plus B fois le coefficient en position II de B. Et puis ici, c'est un plus sur les scalaires, c'est donc le même plus qu'ici, donc on peut utiliser les propriétés de la somme pour couper cette somme en deux. Et donc on retrouve la trace de A plus lambda fois la trace de B. Donc la trace est bien une forme linéaire. Deuxième point de la démonstration, je vous remets l'énoncé, la trace de A fois B est égale à la trace de B fois A. Donc, on se fixe deux matrices A et B. La trace de A fois B, c'est la somme pour I allant de 1 à n des coefficients en position II de la matrice A fois B. Et le coefficient en position II de la matrice A fois B, c'est la somme pour K allant de 1 à n des AIK fois BKI. Je vous rappelle, c'est parce qu'on fait la ième ligne de A fois la ième colonne de B. C'est comme ça qu'on fait le calcul. Donc là, on a une double somme. Les deux indices sont indépendants l'un de l'autre, donc on peut les échanger. Donc je mets d'abord la somme sur K, ensuite la somme sur I. Et puis là, j'ai simplement échangé l'ordre d'écriture entre A et B. J'ai écrit BKI AIK au lieu de AIK BKI. Sauf que sous cette forme-là, eh bien cette somme-là, la somme pour I allant de 1 à n des BKI AIK, eh bien c'est exactement le coefficient en position KK de la matrice B fois A. Autrement dit, cette somme, en fait, c'est la trace de B fois A. Et donc on retrouve bien la propriété qui vous dit que la trace de AB est égale à la trace de B fois A. Attention de ne pas me faire dire que la trace de A fois B fois C est égale à quelque chose d'autre. On ne l'a montré que pour un produit de deux matrices. Si vous voulez l'appliquer pour plus, vous devez vous ramener à chaque fois dans ce cas-là. Dernier point, le fait que la trace soit un invariant de similitude, c'est-à-dire que quand deux matrices sont semblables, alors elles ont la même trace. Donc on se fixe A et B, deux matrices semblables. Ça veut dire qu'il existe une matrice inversible, P, telle que A soit égale à P-1 BP. La trace de A, c'est donc la trace de P-1 BP. Pour appliquer le résultat précédent, je vais écrire ce produit en fait comme un produit de 2. Je mets P-1 tout seul et B fois P à part. Donc la trace de P-1 fois BP, c'est égal à la trace de BP fois P-1. Vous pouvez échanger les deux matrices. Et là, la trace de BP fois P-1, puisque P fois P-1, ça fait l'identité, on retrouve exactement la trace de B. Donc on dit que la trace est un invariant de similitude. Alors maintenant qu'on a fait la trace d'une matrice carrée, on peut faire la trace d'un endomorphisme, puisqu'on a vu qu'il y avait un lien très important entre les matrices et les endomorphismes. Donc avant de définir la trace d'un endomorphisme, on a besoin d'un théorème, c'est le théorème 24, qui vous dit que si E est un K-espace vectoriel de dimension finie, que F est un endomorphisme de E, et bien en fait, pour n'importe quelle base de E, toutes les matrices de F dans n'importe quelle base de E ont la même trace. C'est ce que j'ai écrit ici, le scalaire trace de la matrice dans la base B de F ne dépend pas du choix de la base. Autrement dit, si vous prenez la matrice de F dans deux bases différentes, vous aurez quand même la même trace. Donc ce scalaire qui est indépendant de la base, c'est ce qu'on appelle la trace d'un endomorphisme. Et on le note trace de F. Oui, trace de F. Ok, on va démontrer ce théorème 24. Donc on a un endomorphisme et on a M et M' qui sont les matrices de F dans deux bases de E. Par la formule de changement de base, on sait que
M est égal à P-1 M' fois P. C'est-à-dire que M et M' en fait sont des matrices semblables. Donc puisqu'elles sont semblables, elles ont la même trace. Donc effectivement, quelle que soit la base que vous choisissez pour exprimer la matrice de F, toutes les matrices vont avoir la même trace. Donc c'est pour ça qu'on parle de la trace d'un endomorphisme sans faire apparaître la notion de matrice. Alors par exemple, là pour le numéro 11, vous avez l'application F, je vais vous le remettre, pardon, qui a x, y associe x plus y, x moins y. Première chose avant de s'intéresser à sa trace, il faut vraiment justifier que c'est un endomorphisme. Donc on a déjà montré que cette application était linéaire, elle va de R2 dans R2, donc c'est bien un endomorphisme de R2. Donc, on peut s'intéresser à sa trace. Sa trace, par définition, ça va être la trace de la matrice de F dans n'importe quelle base de R2. Donc nous, on prend la base canonique. C'est le plus simple. Si vraiment vous avez le choix pour la base, prenez la base canonique. Dans la base canonique de R2, la matrice de F, je vous le rappelle, c'est cette matrice-là. Comment est-ce qu'on fait pour l'obtenir? On calcule F de 1, 0 et F de 0, 1. Et donc, la trace de F, qui est donc la trace de cette matrice, est égale à 1 plus moins 1, c'est-à-dire 0. Donc, la trace de cet endomorphisme, c'est 0. Alors, cette application trace, qu'on a définie sur l'ensemble des endomorphismes maintenant, puisqu'on a défini la trace d'un endomorphisme, eh bien, c'est également une forme linéaire. C'est assez logique, puisque c'était déjà une forme linéaire sur les matrices, donc c'est également une forme linéaire sur les endomorphismes. Et la trace d'une composée, f rond G, est égale à la trace de la composée G rond F. Ça, c'est exactement la traduction en termes d'endomorphisme de ce résultat-là. Trace de AB égale trace de BA. Donc je ne vais pas le redémontrer. Mais vous devez absolument l'avoir en tête. La trace est une forme linéaire, et la trace de f rond G est égale à la trace de G rond F. Alors, puisque la trace est une forme linéaire, on a vu que dès qu'il y avait le mot forme linéaire, il y avait hyperplan qui apparaissait. Et quel est le lien? Eh bien, je vous rappelle, c'est parce qu'un hyperplan, c'est le noyau d'une forme linéaire. Donc cet ensemble, l'ensemble des endomorphismes dont la trace est égale à 0, eh bien, c'est le noyau d'une forme linéaire, donc c'est un hyperplan. Donc, puisque c'est un hyperplan, vous connaissez la dimension. Ouais, c'est la dimension de L de E moins 1. Et la dimension de L de E, c'est la même que la dimension de E croix E. Donc la dimension de cet ensemble, c'est n carré moins 1. Dernier exemple de calcul de la trace, c'est lorsqu'on s'intéresse à un projecteur. Donc c'est le théorème 26, le dernier théorème du chapitre. Soit E un K-espace vectoriel de dimension finie, qu'on appellera petit n, et soit P un projecteur. Alors la trace de P est égale au rang de P. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que calculer une trace, c'est-à-dire additionner des coefficients sur la diagonale, c'est bien plus facile que de trouver la valeur du rang, parce que pour avoir le rang, il faut le rang d'une famille de vecteurs. Pour avoir le rang d'une famille de vecteurs, il faut trouver la plus grande famille libre qui est incluse dans la famille. Enfin, en tout cas, dans les exemples, on s'est rendu compte que c'était plus compliqué à faire. Donc cette relation-là, elle est très intéressante. On va la démontrer pour terminer. On a P un projecteur. On a vu plus haut que ça voulait dire que quitte à se placer dans une base adaptée, la matrice de P, elle était de cette forme-là, avec R qui était justement le rang de P. Donc la trace de cette matrice, c'est une matrice où il y a R1 et ensuite que des zéros. Donc la trace de cette matrice, c'est R. Donc la trace de P est bien égale au rang de P. Donc par exemple, c'est l'exemple 12 du poly. On a ici un endomorphisme de R2. On a déjà démontré plus haut dans le cours ou dans le chapitre précédent que c'était bien un endomorphisme. On a montré que c'était un projecteur en utilisant la caractérisation. On a calculé P rond P, on a montré qu'on trouvait P. Donc, le rang de P, eh bien pour le déterminer, il vous suffit de calculer la trace de P. Et pour avoir la trace de P, il vous suffit d'écrire la matrice de P dans n'importe quelle base de R2. Donc nous, on prend la base canonique, de nouveau. Dans la base canonique, la matrice de P, elle est de la forme 1 demi, 1 demi, 1 demi, 1 demi. Donc sa trace vaut 1.
Donc le rang de P en particulier vaut également 1. Et vous n'avez pas eu besoin d'étudier l'image, vous n'avez pas eu besoin d'étudier le noyau, rien du tout, c'est directement la matrice qui vous l'a donné.